Ma mère a levé les yeux au ciel à la seconde où je suis entrée dans cette salle d'audience parisienne. Sans aucune subtilité, le genre de regard qui hurle, et c'est reparti. Comme si j'étais un simple désagrément dans son histoire de victime parfaitement répétée. Mais c'est alors que le juge Renaud a figé son geste au milieu de ses papiers, ses yeux rivés sur mon visage, et j'ai vu la reconnaissance le frapper comme un TGV. « Attendez », a-t-il dit lentement en posant son stylo. « Ces allégations sont contre vous. Vous êtes la défenderesse. » Mes parents étaient assis là, confus, sans la moindre idée de ce qui se passait. Ils ne savaient absolument pas qui j'étais réellement. Et honnêtement, cela a rendu ce qui a suivi encore plus savoureux, car je ne suis pas simplement leur fille abandonnée. Je suis la procureure de la République adjointe qui a passé la dernière décennie à mettre des manipulateurs exactement comme eux derrière les barreaux. Laissez-moi vous ramener 32 ans en arrière. J'avais 3 mois lorsque ma mère, Diane, a décidé que la maternité nuisait à son style de vie. Elle avait 18 ans, venait de terminer le lycée à Neuilly-sur-Seine. Mon père, Stéphane, était un joueur de football prometteur au Paris Saint-Germain, vivant son rêve sous les lumières éclatantes du Parc des Princes. Un nourrisson hurlant ne cadrait pas avec leur vie parfaite digne d'Instagram. Alors, ils ont fait ce que font les gens égoïstes. Ils m'ont déposé chez mes grands-parents à Vincennes par un froid matin d'octobre et ont pratiquement disparu. Mon plus ancien souvenir est celui où je me tiens sur un tabouret en bois dans la cuisine de Maminou Hélène, j'avais peut-être 4 ans, en train de verser des pépites de chocolat dans la pâte à cookies. Elle ne m'arrêtait jamais, ne s'énervait jamais. Elle se contentait de rire et de dire « Les meilleurs biscuits ont un supplément d'amour et un supplément de chocolat ». Papy Guillaume rentrait, portant encore sa robe de magistrat de la Cour de cassation, me soulevait avec de la farine dans les cheveux et me demandait comment s'était passée ma journée comme si j'étais la personne la plus fascinante au monde. Je lui parlais des fourmis que j'avais trouvées dans le jardin, et il écoutait comme si je présentais une plaidoirie devant la plus haute cour de France. Ils n'ont jamais dit de mal de mes parents. Pas une seule fois. Quand je demandais pourquoi maman et papa ne vivaient pas avec nous, ma grand-mère souriait tristement et disait qu'ils étaient occupés par des choses importantes. J'ai cru cela pendant des années, parce que les enfants croient les gens bienveillants. Mais je n'étais pas stupide. Je remarquais comment les parents des autres enfants venaient au match de foot au parc de Vincennes alors que les miens n'y étaient pas. Comment mes amis parlaient des grands dîners de Noël avec des oncles, des tantes et des cousins, alors que je passais les fêtes avec 2 personnes qui se couchaient à 20h. Les visites de Diane et Stéphane étaient prévisibles. Noël, peut-être mon anniversaire si les planètes s'alignaient. Diane arrivait vêtue de vêtements de créateur de l'avenue Montaigne, m'embrassait dans le vide près de la joue et passait toute la visite sur son téléphone. Pendant ce temps, Stéphane restait dans la voiture et klaxonnait jusqu'à ce qu'elle sorte. Les rares fois où mon grand-père l'a traîné à l'intérieur, on aurait pu couper la tension au couteau. Mon grand-père n'avait aucun respect pour lui. C'était évident. Voici ce que personne ne savait. Mon grand-père donnait à Diane 2 000 € chaque mois, depuis que j'étais un bébé, pendant plus de 20 ans. Cela représente près d'un demi-million d'euros. Elle a pris chaque centime et n'a rien donné en retour. Pas de visite, pas d'appel, pas de cadeau. Juste des excuses et des demandes d'argent supplémentaires lorsque les entreprises de Stéphane échouaient. Le bar sportif près de Bastille qui a duré 11 mois. La société de coaching sans aucun client. La boutique de souvenirs du PSG près du Parc des Princes qui a fait faillite en moins de 2 ans. Quand Maminou Hélène est décédée subitement d'un AVC pendant le week-end de la Toussaint, alors que j'avais 18 ans, mon monde s'est effondré. Elle s'est écroulée dans son jardin en plantant des bulbes de tulipes pour le printemps. J'ai conduit depuis l'université Panthéon-Assas cette nuit-là, 6 heures de pleurs depuis le sud de la France où j'étais en week-end. J'ai trouvé mon grand-père assis dans le jardin sombre, tenant ses bulbes non plantés. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'au lever du soleil. Diane et Stéphane sont venus à l'enterrement, sont restés pour la cérémonie et sont partis avant la réception. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de leur trouver des excuses. C'est là que j'ai accepté que certaines personnes sont fondamentalement égoïstes et que les liens du sang ne vous obligent à rien. Après la mort de ma grand-mère, quelque chose de fondamental a changé entre mon grand-père et moi. Nous sommes devenus des partenaires de survie. Ces dîners du dimanche sont devenus sacrés. Parfois, il cuisinait son fameux pot-au-feu.
Parfois, j'expérimentais les recettes manuscrites de ma grand-mère, son écriture en boucle sur des fiches jaunies. Parfois, nous commandions simplement une pizza et mangions dans la boîte en regardant de vieux films. Mais la vraie valeur n'était pas la nourriture. C'était mon grand-père qui m'enseignait tout sur le droit, la justice, sur l'usage responsable du pouvoir. Je suis sorti major de ma promotion de la faculté de droit d'Assas. Mon grand-père était assis au premier rang, enregistrant tout sur son antique caméscope. Mes parents ont envoyé une carte, 2 phrases. Bon travail. Fier de toi. J'avais cessé d'être surprise par leur absence des années auparavant. Obtenir un poste de substitut du procureur dès la sortie de l'école au parquet de Paris était en partie l'œuvre de mon grand-père. Il a passé des appels, s'est porté garant pour moi personnellement, a promis que je ne gâcherais pas cette opportunité. Je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui dans ce bureau. Je restais tard, arrivais tôt, prenais les dossiers que les autres procureurs évitaient parce qu'ils étaient trop complexes. Fraude financière, corruption politique, criminalité en col blanc, nécessitant des semaines d'examen de documents dans des pièces sans fenêtre. À 30 ans, je traitais des affaires très médiatisées qui faisaient la une du Monde. Ma vie personnelle était inexistante. Les semaines de 70 heures étaient la norme. Je vivais de café à emporter, de plats à livrer et de la satisfaction de voir des coupables faire face aux conséquences de leurs actes. Pas de rendez-vous galant, pas de verre avec les collègues, pas de temps pour autre chose que le travail et les dîners du dimanche avec mon grand-père. Ces dîners restaient intouchables. Peu importe à quel point j'étais épuisée, je venais. Lui non plus n'en a jamais manqué un, même quand il avait plus de 80 ans et se déplaçait plus lentement. Diane a appelé une fois pendant cette période. J'avais 28 ans, je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Elle voulait de l'aide pour un problème juridique de Stéphane, un litige commercial à Créteil. Je lui ai dit que j'étais procureur au pénal, pas avocate en droit civil, et que même si ce n'était pas le cas, je n'aiderais Stéphane pour rien au monde. Elle m'a traité d'ingrate. J'ai raccroché. Quand mon grand-père est mort à 87 ans, paisiblement dans son sommeil dans cette grande maison de Vincennes, j'ai senti ce vide familier revenir. Mais cette fois, je n'étais pas une jeune fille perdue de 18 ans. J'avais 32 ans et j'étais devenue exactement la personne qui l'avait élevée. La lecture du testament a eu lieu une semaine plus tard au bureau de l'avocat sur l'avenue de l'Opéra. Je m'attendais peut-être à quelques livres, sa montre, des objets personnels. Ce que j'ai eu, c'est tout. La maison de Vincennes valant à elle seule 1 million, le portefeuille d'investissement, les économies, l'assurance vie, 3 millions d'euros au total. Tout ce qu'il avait bâti en 40 ans à la Cour de cassation. Il me l'a laissé avec une seule disposition dans une lettre scellée. Ma très chère Chloé, commençait-elle. Tu as mérité cela en étant présente, en m'aimant ainsi que ta grand-mère quand d'autres ne prenaient pas la peine. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas des larmes de tristesse, des larmes de validation. L'avocat m'a tendu une autre enveloppe, contenant des documents, des relevés bancaires montrant que mon grand-père avait donné à Diane 2 000 € par mois pendant plus de 20 ans, près d'1 demi-million d'euros au total. Des emails d'elle en demandant plus. Des textos promettant de venir puis annulant. Des lettres de Stéphane demandant de l'argent pour des entreprises ratées. Votre grand-père avait anticipé qu'il pourrait contester cela, a dit l'avocat. Il voulait que vous soyez armés de preuves. Exactement 30 jours plus tard, mon avocat, Thomas, a appelé. Diane et Stéphane avaient intenté une action en justice pour abus de faiblesse, affirmant que mon grand-père n'avait plus toutes ses facultés, que j'avais manipulé un vieil homme pour son argent. J'ai littéralement ri. L'ironie était magnifique. Ils supposaient que j'étais toujours ce bébé abandonné, facile à intimider. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé la dernière décennie à poursuivre des gens qui se croyaient au-dessus des lois. Ce qui nous ramène à cette salle d'audience. Le juge Marc Renaud avait été l'assistant de justice de mon grand-père 23 ans plus tôt avant de devenir juge lui-même. Il savait exactement qui j'étais. Votre honneur, je dois déclarer que j'ai eu une relation professionnelle avec le juge Lefebvre, a-t-il dit. Si l'une des parties s'oppose à ce que je préside cette affaire, qu'elle parle maintenant. L'avocat de ma mère, maître Richard Bellamy, a chuchoté frénétiquement avec mes parents. Finalement, Bellamy s'est levé.
Aucune objection, votre honneur. Grosse erreur. La déclaration liminaire de Bellamy était une fiction déguisée en sympathie. Il a dépeint Diane comme une fille dévouée, cruellement séparée de son père aimant par des grands-parents manipulateurs qui avaient empoisonné la relation. Le juge Lefebvre souffrait d'un profond chagrin après avoir perdu sa femme de 60 ans, a plaidé Bellamy, la voix dégoulinante d'une émotion synthétique. Il était vulnérable, déprimé, et la défenderesse a exploité cette vulnérabilité. Ce testament ne reflète pas les véritables souhaits du juge Lefebvre. Thomas s'est levé pour notre déclaration. Il n'avait pas besoin de drame. Votre honneur, cette affaire est simple. Le juge Lefebvre était brillant, prudent et intentionnel. Il a légué son patrimoine à la personne qu'il a méritée par 32 ans d'amour et de présence constant. Les preuves montreront que les plaignants ont reçu près d'un demi-million d'euros tout en maintenant à peine le contact. Bellamy a appelé Diane la première. Elle a prêté serment, vêtue d'un noir conservateur, maquillage minimal, jouant parfaitement la fille éplorée. Il était tout pour moi, a-t-elle dit, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait clairement apporté pour cette performance. Quand il a proposé de garder Chloé pendant que Stéphane et moi nous installions, je pensais que c'était temporaire, mais ils l'ont gardé. Il me faisait sentir coupable chaque fois que je ne pouvais pas venir. Ils ont monté ma fille contre moi. Thomas s'est levé pour le contre-interrogatoire. Professionnel, direct, mortel. Madame Morin, vous avez volontairement laissé Chloé à vos parents quand elle avait 3 mois. Oui, mais j'étais jeune, je devais gérer beaucoup de choses. Selon l'agenda de votre père, vous êtes venu 4 fois la première année de Chloé, Noël, Pâques, son anniversaire et un samedi au hasard en juillet. Est-ce exact? Le visage de Diane est devenu rouge. J'avais des dépenses. Je soutenais la carrière de Stéphane. Thomas a sorti des relevés bancaires. Votre père vous a donné 2000 euros par mois pendant plus de 20 ans. Cela fait près d'un demi-million d'euros, Madame Morin. Pendant ce temps, selon son agenda, vous l'avez vu 8 fois au cours des 10 dernières années de sa vie. Moins d'1 fois par an. Et vous appelez cela le comportement d'une fille dévouée? Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois avant sa mort? Long silence. C'était pour son 84e anniversaire. 3 ans avant sa mort. Vous êtes venu pendant 90 minutes, parti avant le gâteau. Vous ne l'avez pas revu avant les funérailles. Correct? Je crois que oui. Oui. Thomas a laissé cela infuser. Une dernière question. N'est-il pas vrai que vous avez cessé de venir quand il a arrêté de donner de l'argent supplémentaire au-delà de l'allocation mensuelle? Que lorsqu'il a pris sa retraite et vous a dit que les paiements mensuels continueraient, mais que les fonds supplémentaires s'arrêteraient, vous n'êtes venu exactement aucune fois au cours des 3 années suivantes? Le témoignage de Stéphane fut pire. Il ne put nommer un seul événement scolaire auquel il avait assisté. Thomas projeta des photos à l'écran. La remise de diplôme du bac de Chloé. Voilà le juge Lefebvre. Premier rang. Voilà sa grand-mère. Où êtes-vous, monsieur Morin? J'ai dû avoir un empêchement. Vous n'êtes pas venu. Vous avez manqué sa remise de diplôme universitaire, sa remise de diplôme de l'école de droit, chaque moment important. Et maintenant, vous voulez la moitié du patrimoine gagné par l'homme qui, lui, était présent. Bellamy a essayé l'angle de l'incompétence, appelant un psychiatre qui n'avait jamais rencontré mon grand-père. Le docteur Hugues a diagnostiqué une dépression basée sur absolument rien. Thomas l'a détruit en contre-interrogatoire. Donc, vous avez diagnostiqué un homme que vous n'avez jamais rencontré avec une condition non présente dans son dossier médical et vous avez utilisé ce diagnostic imaginaire pour remettre en question sa compétence mentale. Nos témoins étaient inébranlables. Le juge André Michel a témoigné. Mon grand-père était vif jusqu'à la fin. Maître Chêne, son notaire, a confirmé qu'il était méthodique et intentionnel 2 ans avant sa mort, anticipant exactement ce procès. Puis j'ai témoigné à la barre. Thomas m'a fait parcourir 32 ans. Chaque événement manqué, chaque promesse non tenue, chaque appel sans réponse. J'ai gardé une voix stable, factuelle, de procureur. Bellamy a essayé de me déstabiliser en contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous l'avez manipulé?
Je me suis penché en avant. Maître Bellamy, j'ai passé des années à aimer mon grand-père. Si l'héritage était ma motivation, j'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais pu construire ma propre fortune au lieu de dîner avec un vieil homme tous les dimanches. Mais je l'ai choisi parce qu'il valait plus que n'importe quelle somme d'argent, quelque chose que vos clients n'ont jamais compris. La décision du juge Renaud fut rapide. La Cour estime que le testament du juge Lefebvre reflète ses véritables intentions, sans abus de faiblesse ni incompétence. Les preuves montrent un schéma d'absence de la part des plaignants et de présence de la part de la défenderesse. Le testament est maintenu tel quel. De plus, j'accorde les frais d'avocat à la défenderesse. Les plaignants ont intenté ce procès sans fondement. Mon jugement est définitif. Le marteau est tombé avec un bruit sec. Alors que nous partions, Diane s'est approchée en pleurant. « Chloé, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Je l'ai regardée. « Il n'y a rien à dire, Diane. Je suis ta mère. »« Non, vous êtes la femme qui m'a mise au monde. » Ma mère, c'était Hélène Lefebvre. Vous aviez 32 ans pour être présente. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ne me contactez plus. C'est terminé. Je suis sortie sans me retourner. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Mon grand-père m'avait fait un dernier cadeau, prouvant que je n'avais pas tort, que l'amour compte plus que le sang, qu'être présent compte plus que l'apparence. 3 ans plus tard, je suis devenue juge à 33 ans, l'une des plus jeunes de l'histoire de France. J'ai porté la robe de magistrat de mon grand-père mon premier jour. À 38 ans, j'ai été nommée à la Cour de cassation, reprenant son ancien siège. J'ai rédigé des arrêts historiques qui ont réécrit le droit de la famille. La famille n'est pas un accident biologique, ai-je écrit. C'est un choix quotidien. Les actions comptent. La présence compte. La constance compte. La biologie ne garantit rien. Diane est décédée 5 ans après le procès. Problème cardiaque. Stéphane a appelé pour me demander de lui rendre visite. J'ai refusé. Elle ne faisait pas partie de ma vie. Sa mort ne changeait rien à cela. Stéphane est mort 2 ans plus tard. Je n'ai rien ressenti. 20 ans après la mort de mon grand-père, ils ont rebaptisé le palais de justice Guillaume Lefebvre. J'étais là, à l'inauguration, regardant son portrait. On l'a fait, papy, ai-je murmuré. Tout ce que tu espérais. À 60 ans, après 30 ans de magistrature, j'ai pris ma retraite. Ma dernière visite à leur tombe au cimetière du Père-Lachaise. J'ai planté d'autres bulbes de tulipes autour de leur pierre tombale. Merci de m'avoir choisi, ai-je dit. De m'avoir aimé, d'avoir fait de moi ce que je suis. Parce que voici la vérité. La famille, ce n'est pas qui partage votre ADN. La famille, c'est qui est là pour vous, chaque jour, toute une vie. Le sang peut créer des liens, mais seule l'action crée une famille. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est la justice. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû choisir entre une famille toxique et les personnes qui ont vraiment été là pour vous, laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires sur la défense de ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. Et rappelez-vous, vous ne devez aucune loyauté aux personnes qui ne l'ont jamais mérité. Merci d'avoir regardé.